con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission où on revient sur des films qui nous ont marqués. Aujourd'hui, je suis comme toujours avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien, ça n'en finit pas ces podcasts. On y arrive. Il reste 3 films, donc ça va. Et aujourd'hui, il me semble que c'est toi qui as choisi le film. Eh oui, aujourd'hui c'est L'Exorciste. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. Comment parler de ce classique et vous faire un résumé? Vous connaissez déjà l'histoire. C'est la fille d'une grande actrice qui devient possédée par le démon Pazuzu. Pazuzu. Voilà, va y avoir 2 prêtres envoyés pour faire l'exorcisme. C'est sommaire, c'est le synopsis, hein, ça va être comme ça. Bah, c'est surtout que l'exorcisme, il commence vraiment dans le dernier tiers, dans la dernière demi-heure. C'est le dernier tiers. C'est le dernier tiers, ouais. Enfin, un tiers, ouais. Si on peut appeler ça un tiers. Non, mais c'est là où pour moi, c'est pourquoi ce film-là est extraordinaire. Pourquoi c'est pour moi le meilleur film d'horreur. Il est pas... Attends. Revenons-en en termes horreur. Toi, tu le mets dans la catégorie horreur. Que Friedkin ne le mettrait pas dans la catégorie horreur, lui, son film. Mais pour moi, c'est un film effrayant. Alors, est-ce que c'est à cause de mes convictions religieuses? Peut-être pas, mais je le trouve effrayant. Pourquoi effrayant? Parce que c'est exactement ce que doit faire un film d'horreur. C'est te mettre dans une ambiance, une tension en permanence. Et là, c'est ce qu'il nous fait dès le début. Et du coup, j'ai découvert en regardant le making-of, c'est que de base, les producteurs et même, je crois, le premier scénariste, enfin le scénariste qui a laissé les droits de son livre, ne voulait pas faire le prologue en Irak. Mais quelle erreur, quelle faute grave, parce que cette première séquence en Irak, qui a été vraiment tournée en Irak pour le coup, sur un vrai site archéologique, c'est toute l'attention, elle est là-dedans. Donc pareil, dans un style minimaliste, avec des décors réels, lumière réelle et tout. Et c'est extraordinaire comment elle te met en tension. Et pour moi, cette mise en tension, elle est dès le début jusqu'à la fin, mais ça m'oppresse. La musique aussi est incroyable, elle en joue fortement. Mais tout m'oppresse dans ce film, la relation du prêtre avec sa mère, même le vieux prêtre qui vient à la rescousse. Tu sens qu'il est pas bien, le vieux, là. Il va nous lâcher, tu vois. Et la mère et la fille et leur relation, c'est une tension permanente. Alors pareil, si on fait écho avec la chasse, il y aura des moments positifs dans le film qui vont nous remonter et nous remettre bien, parce que si tu es tout le temps, tu vas perdre ton audience au bout d'un moment, parce que sinon c'est pas vivable. Mais ouais, pour moi, je mets à l'horreur à 200%, ne serait-ce que pour le dernier tiers où il y a l'exorcisme, pour la fin, la finalité des personnages, ça reste quand même un film d'horreur. Alors oui et non, parce que tu parles de la scène en Irak, mais au final, elle apporte pas vraiment grand-chose, cette scène. Elle fait un écho avec le prêtre que tu retrouves 1 heure plus tard, au final. Et en fait, ce qu'il voit en Irak, et du coup, ça, je le tire de Mr. Friedkin, en gros, ce qu'il voit en Irak, c'est ce qui va se passer plus tard avec la petite. En gros, il voit sa rencontre avec Pazuzu, mais il y a cette tension avec ce démon, entre guillemets, qui est créé. Après, alors c'est typiquement le genre de séquence que tu ne reverras plus dans le cinéma actuel. Mais pour moi, elle a une importance totale. Elle a un côté mystique, un côté narratif, parce que ça va faire un écho avec un personnage que tu retrouves plus tard, et je trouve ça super intéressant. Il y a une audace Enfin, une audace, c'est pas audacieux non plus de faire ça, mais c'est typiquement, c'est ce que tu vois dans les livres. Voilà, c'est le sort de truc. À savoir que dans le livre original, il y avait beaucoup de flashbacks. Lui, Friedkin, il a fait retirer tous les flashbacks. Il voulait pas du tout les flashbacks, il voulait vraiment le prologue et une histoire qui va droit au but. Et c'est ce que je trouve qu'il a réussi à faire. Oui, il a raison pour le coup, parce que tout ce qui est intéressant dans ce film, c'est le cheminement qui amène à l'exorcisme. C'est pour ça que je te demandais pour le film d'horreur, parce que dans la construction, ça ressemble plutôt à un film dramatique. C'est un drame, enfin, il va quand même chercher elle va quand même chercher des solutions rationnelles. Elle va partir à l'hôpital et tout, la petite.
Donc tu as un côté rationnel, c'est vraiment limite des personnages. Tu as deux personnages qui se font écho, c'est le prêtre et le jeune prêtre et la jeune fille qui sont un peu deux personnes qui ont pu la foi, entre guillemets. De toute façon, pour Friedkin, lui, c'est pas un film sur l'exorcisme. Pour lui, il traite une histoire sur la foi, le doute et le mal. Voilà, c'est tout ce qu'il voit. C'est exactement comment lui il voit ce film. C'est vraiment un film sur la foi. Et si on parle un peu de mise en scène, on peut démarrer à parler de mise en scène. Par exemple, on va retrouver toujours cet esprit des personnages qui montent des escaliers, une pente. Mais il dit, alors, c'est là où je te disais en off que Friedkin il se sent pas pisser parce qu'il dit ouais, les spectateurs, je suis sûr, ils ont même pas remarqué. Bon, frérot, il y a quand même. On voit beaucoup l'escalier, on voit beaucoup de fois les personnages qui montent, on voit la mère qui monte en sortie de métro et qui descend, ce qui veut dire les enfers. Mais du coup, pour lui, c'était le symbolisme du christianisme et du côté monter un peu toujours ce côté catholique à monter vers les cieux, à regarder les cieux. Et du coup, voilà. Quel génie. On a un génie, hein. Merci, merci Friedkin. Mais ça prouve que voilà, c'est un gars qui réfléchit beaucoup. Et on va voir un truc, toi, qui va te plaire. En tout cas, c'est sa direction d'acteur. Mais pour en revenir au film, moi, tout m'a marqué avec ce film. Et je te dis, je pourrais même pas, je pense, encore une fois le regarder. Je t'ai dit, je l'ai choisi dans ma liste. Mais quand tu as dit qu'on allait le faire cette semaine, je me suis dit, flemme un peu de le revoir parce que je sais que je vais me chier dessus ce soir après. Ah ouais encore, tu vois, genre, ah ouais, je vais mal dormir parce que moi, de toute façon, les trucs. En fait, je trouve que c'est. Et c'est vrai qu'il l'a traité comme ça, comme tu dis, comme si c'était la vie réelle. Parce que il a instrumentalisé tout ça par des séquences simples qui ne devraient même pas être dans le film. Des trucs tout cons où tu as la mère qui est actrice qui part du tournage et qui rentre chez elle. Et il la filme dans la rue. Elle croise des nonnes, elle trouve ça joli, comment. Les nonnes, elles ont leur habit qui flotte au vent. Après, elles croisent des enfants qui sont déguisés pour Halloween et qui la croisent, tu vois. Et tu as des instants de vie comme ça qui font que le film est de plus en plus réel. Et du coup, pour moi, ça l'est d'autant plus. Donc en plus, ça parle, entre guillemets, d'exorcisme catholique. Donc, je suis encore plus impliqué de par mes convictions. Et l'ambiance et la lumière et... Bon, après, ça a pris un petit coup de vieux niveau maquillage et effets spéciaux, mais moi, c'est pas pour m'en déplaire, je reste quand même dans le film et tout, bien au contraire. Mais ouais, c'est sa volonté d'inscrire le truc au réel, de capter des trucs tout simples. T'as des séquences, vraiment, tu te dirais, mais aujourd'hui, tu les vois plus, quoi. Tu vois, juste le fait qu'elle rentre chez elle, ça, c'est une séquence que tu vois plus, parce qu'il se passe rien. C'est juste la vie. En fait, il te montre la vie, et pareil... il a voulu, c'était important pour lui, montrer la relation entre la mère et la fille avant que tout ça ne se passe. Et tout ça se passe d'une manière très légère, vraiment légère. Ouais, légère, t'es gentil, parce que la première scène où elles se voient toutes les deux, elles se font un câlin, elles s'embrassent toutes les deux, elles tombent à la renverse au sol. Donc, oui, non. je sais pas pour les autres, oui, mais moi j'ai jamais vu que ça. Hein. Bah, c'est vrai que je pensais pas à cette scène en matière de légèreté, mais oui, en vrai... pour lui, développer les liens entre ces deux personnages était très très important et on le ressent parce que elle paraît très réelle, hormis peut-être cette attaque de câlin au sol. Elle paraît très réelle cette relation, c'était drôle. Oui, je suppose qu'il devait montrer cette scène pour montrer l'attachement entre les deux, mais la mère l'envoie quand même dès la première occasion se faire charcuter chez le médecin. Donc, en fait, moi ce que j'aime dans ce film, c'est la première partie où on cherche à comprendre l'inexplicable, tout le côté mystique, tu vois. C'est la schizophrénie est une vraie maladie ou est-ce qu'elle est possédée par un démon, ce genre de choses. Cette dualité entre la science et le mysticisme, je trouve ça très intéressant. Il y avait une série qui en parlait justement, qui s'appelle Evil et qui est pas très connue. Je crois qu'elle est finie aujourd'hui, je suis pas sûr, mais elle décrivait justement ce rapport à la religion et au fait de croire et ne pas croire, quelque chose de l'au-delà. Ouais, d'ailleurs, au final, dans le film L'Exorciste, c'est le médecin qui lui suppose que ça peut être quelque chose d'extraordinaire et de paranormal. Et qu'elle faudrait qu'elle pense peut-être à faire un exorcisme. D'ailleurs, tu parlais du maquillage. Et moi, je préférais toujours un maquillage un peu old school, un peu grotesque, plutôt qu'un dégueulis d'effets spéciaux. Oui, totalement. Puis tu as des effets qui passent toujours bien. Tu vois, à la fin, là, du coup, le père Carras, le jeune prêtre, quand tu prends... Ça aussi, on en reviendra sur cette scène, mais tu sais, il y a le démon qui rentre en lui, donc il a le visage un peu côté démoniaque, et après, il a les mains qui passent sur lui, et il redevient naturel. Je trouve que l'effet passe bien encore à l'heure actuelle. Tu vois. Ouais. T'as des films qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça.
Et non, je trouve que Friedkin a fait un très très beau boulot. Pour lui, c'était pas un film d'horreur qu'il faisait, mais si, c'est de l'épouvante. Hein. Moi, ça me fait frissonner cette histoire. Après, est-ce que à l'heure actuelle, il fonctionnerait encore? Moi, je sais que tu vois la nouvelle génération, je suis pas sûr qu'ils trouveraient que ce soit un film qui fasse peur, tu vois. C'est vrai, je pense pas. Et c'est ça qui est bizarre. Et que tu vois que les choses ont beaucoup changé en peu de temps. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand j'avais 10 ou 11 ans, mes potes m'en parlaient comme un film incroyable. Par exemple, dans ce film, c'est ouf, il y a un moment, la meuf, elle se plante un pieu dans le vagin, tu vois. C'est fantastique, on n'a jamais vu ça. Scène de ouf, et il est vrai qu'il s'en vante, le Friedkin, mais on n'a jamais vu ça. De manière frontale, on n'a jamais vu, et c'est ce qu'il dit. Alors, dans son. Je vous invite à regarder c'est pas le making-of, c'est une interview de lui. Qui parle de l'exorciste, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ce plan, peut-être maintenant à l'heure actuelle, peut-être qu'on l'a vu, mais d'un crucifix et d'Avaja sur le même plan, tu vois. Mais moi, je me rappelais de la scène du crucifix, mais je me rappelais pas de la suite, en fait, quand elle met sa mère entre ses jambes et que son visage est couvert de sang par la suite, quoi. Ah non, franchement, il y a un dégoût dans ce film incroyable. Après, c'est le côté le malin et tout, et non, je trouve que ce film, pour un film de genre, qui a été vendu comme ça après en tout cas, c'est pour moi l'essence même. J'adore maintenant les films d'horreur. Quand j'étais petit, je voulais pas en voir, ce qui est peut-être normal, mais j'adore les films d'horreur pour ça, pour l'ambiance, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus bel exercice pour un réal pour faire de la mise en scène que le film d'horreur, parce que le film d'horreur, c'est que de la mise en scène. Tu joues sur tout, le son, l'image, le hors-champ, c'est ultra important, tu vois, et c'est là où tes effets, tu peux pas tricher. Ils doivent être faits, c'est la preuve. Ton film, il doit avoir cet effet sur les gens. Si t'as foiré, ton film est mauvais. Voilà. T'as pas le droit à l'erreur sur le film d'horreur. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je trouve que William Friedkin, il a poussé le curseur tellement loin de l'ambiance et du côté réel que ça en devient traumatisant à la fin, tu vois. Parce que déjà, t'es avec les personnages, tu commences à les connaître, ça fait 2 heures que tu les côtoies. Et après, à la fin, ça part en cache-cahuète, hein, comme on dit. Mais tout est intéressant. Et t'as des super scènes avec des comédiens extraordinaires. Quand t'as la mère et le détective, là, il en parle de cette scène Friedkin. Tu sais, quand il lui dit vous pensez que c'est votre fille qui l'a peut-être poussé. Et elle dit rien, c'est sans un mot. Elle le joue super bien. Et j'avoue, quand il en parle et quand tu vois la scène, c'est extraordinaire. Hein. Les deux jouent super bien. Super bien, franchement. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu le compares aux films d'horreur d'aujourd'hui. Je trouve que les films d'horreur d'aujourd'hui sont plus dans la rigolade. Et j'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus les spectateurs pour des imbéciles, avec toutes sortes de jumpscares. Et on est plus sur un côté ridicule de l'horreur. Alors qu'avec l'Exorciste, il y a un côté vraiment malsain et brut dans l'horreur. Oui, ça, je suis d'accord, même si je trouve que ça change un peu. Après, le problème, c'est que on est dans une époque où il y a tellement de films qui sortent. C'est aberrant, mais tu regardes cet été, qui est au final, l'été 2025, c'est un été de cinéma d'horreur au final. C'est même pas les blockbusters qui marchent le mieux, en tout cas en termes de critique. C'est les 2-3 films d'horreur. Là, il y a Weapons qui est sorti, Évanoui en français. J'ai adoré ce film. Alors, je trouve que Évanoui, pour le coup, il utilise toute la panoplie. Genre, quand on te donne un catalogue pour monter un meuble, imaginez un catalogue pour faire un film d'horreur, tu as tous les outils possibles. Lui, il arrive à tout mélanger. Utiliser tous les outils, parce que généralement, tu utilises que certains outils pour certains types de meubles. Lui, il utilise tous les outils. Et en vrai, ça marche super bien. Super bien. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce côté-là, et en même temps, parce que c'est allé avec le générationnel, où notre génération aussi, 90, 2000, ils avaient besoin d'un peu plus d'extraordinaire, entre guillemets, pour être choqués. Et du coup, ça s'est beaucoup basé sur les jumpscares, effectivement. Ce qui, pour moi, est une facilité. En vrai, un jumpscare, c'est ultra facile à faire. Mais il y a eu beaucoup de critiques sur le cinéma, surtout le cinéma d'horreur. Il y a le Scream... je crois que c'est le dernier Scream qu'ils ont fait qui critiquait beaucoup ça, où justement ça faisait que des contretemps, mais quand tu fais que des contretemps pour critiquer le fait qu'un film ça se passe toujours comme ça, dans un film d'horreur, au final ton film il se foire aussi. Ce que ne fait pas l'exorciste du coup. Oui, quand je parlais des films d'horreur qui te prennent un peu pour des cons, je pensais surtout aux slashers comme Scream
Et je crois qu'il y a, là, il y a Souviens-toi l'été dernier qui va sortir, ou qui est sorti, je sais plus. Par contre, je trouve, dans le genre horreur, il y a quand même des bons films qui sortent par-ci par-là. Par exemple, je pense à Ari Aster avec Hérédité Midsommar. et Midsommar, voilà, merci. Et quand tu parles de Eva Nuit, je suis pas surpris, parce que quand tu vois la bonne annonce, il y a l'air de se passer quelque chose d'intéressant. Et même quand tu regardes les Conjuring, bon, le 3, il est pas terrible. Mais quand tu vois les 2 premiers, il y a un côté réel qui en ressort et qui peut être un digne héritage de Friedkin. Oui, parce qu'en vrai, Friedkin, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? C'est un film où, au final, ta scène d'exposition, elle dure 2 heures et l'horreur dure 30 minutes. Et quand tu regardes tous les films d'horreur qui existent maintenant, ils ont pris à peu près tous le même schéma. Le problème, c'est que Friedkin dissémine l'horreur dans ses quand même 2 premières heures d'exposition avec une telle justesse qui fait que tu as l'impression que tout le film est une grosse montée en tension et tu es toujours en tension. Et il y a beaucoup de films qui se sont foirés comme ça en faisant 2 heures de scène d'exposition. Mais bon, tu te fais un peu chier, quoi. Et juste à la fin, tout pète et en fait, ça paraît même pas crédible. Après, pareil, il y a ce côté... il a utilisé une enfant, tu vois. C'est pas déjà une femme et une enfant... C'est vrai que c'était notre prof de scénario, je crois qu'il disait qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient être possédées au cinéma parce que c'est le côté hystérique, c'est un peu la théorie. Non, mais c'est un peu la théorie de Freud et c'est vrai que tu vois rarement des personnages masculins utilisés pour la possession, alors qu'en vrai, même dans le réel, dans les faits divers, t'en as beaucoup où c'était des mecs. Il y a d'ailleurs un des plus grands faits divers où t'as le gars qui a dit qu'il était possédé par le diable et c'est pour ça qu'il a tué son propriétaire, je crois. Ça, c'est vraiment les Américains pour faire ça. Mais... mais du coup, Friedkin, ça a été vraiment le maître. Il a pensé raconter une histoire avant d'essayer de faire peur. Et pour lui, c'était la foi le plus important. Et en vrai, tout fonctionne. Tu frissonnes, mais comme jamais. Et son utilisation du son a été incroyable. Vraiment incroyable. Ouais, L'Exorciste, c'est quand même l'un des premiers grands films d'horreur. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu avant, parce qu'il est sorti en 73, il me semble. 73, ouais, il est vieux. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même le premier film qu'on peut catégoriser dans l'horreur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à le comparer aux films d'aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, et justement, ils ont tous repris ça après, plus ou moins condensé, plus ou moins avec du talent. Pour en revenir à la direction d'acteur, moi, ce que je voulais te dire, c'est quand même un mec, pour la petite anecdote, il y a un moment où t'as le père Caracas, je sais plus ce qu'il fait, il lit un truc. Père Caracas, n'importe quoi, le père Carras. T'as un moment où t'as le père Carras, il est sur son bureau, il lit un truc, il est archi concentré, on est dans la tension, tout ça, et puis à un moment t'as un coup de téléphone qui sonne, et il sursaute et il se retourne. Mais en vrai, sur le tournage, c'est pas un téléphone qui sonne super fort. C'est Friedkin qui est à côté, qui tire des balles à blanc au plafond. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est intéressant. En fait. Ah non, le gars les martyrise. Pareil, quand Carras, bon, spoiler alerte, on a Carras qui se jette de la fenêtre après avoir pris le démon en possession. Et ça aussi, on va revenir sur ce point. Il jette et il finit dans les escaliers, qui est vraiment le symbole. Il appuie tout le film sur ces escaliers. Et pareil, c'est super stylé, je trouve, en termes de mise en scène. Et du coup, tu as l'autre prêtre qui vient et qui lui fait la dernière prière avant qu'il parte. Et en fait, sur cette scène, ce mec-là, qui est un vrai prêtre, je crois, il devait pleurer. Mais il n'arrivait pas à pleurer, vu que c'était pas un comédien, c'était un vrai prêtre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu me fais confiance? Oui. Tu m'aimes? Oui. Ok. Friedkin lui décroche une patate et il le pousse sur le set, tu vois, et il dit, allez, action! Et là, le mec, il commence à pleurer, il commence à jouer. Et après, il me dit, ouais... Après, le prêtre, il m'a fait un câlin et tout allait bien, machin. Mais voilà, on est sur ce style-là. Et ce qui est marrant, c'est que le mec, il en parle à Friedkin et il te dit, bon, à ce jour, on pourrait plus faire ça maintenant. C'est impossible, des méthodes d'acteurs. Tu te prends un procès aujourd'hui, je pense. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Fais ça, je sais pas, à Robert Downey Jr. ou n'importe quel acteur. Tu lui mets une patate pour qu'il chiale, tu vas voir. Bref. Je pense que... Après, ça dépend. Je sais pas. C'est très américain. Bon, c'est très français aussi. Quand tu regardes Keshish, comment il traite les gens sur ses tournages, c'est pas non plus très sain. Mais voilà, mais du coup, le mec, c'est vrai qu'il arrive à en tirer pas mal. Après, il a pas fait ça avec... Il disait, les acteurs professionnels, t'es plus comme un chef d'orchestre. T'as pas besoin de leur dire grand-chose. Tu parles avant le tournage avec eux et eux, après, ils savent ce qu'il y a à faire. Juste, tu les tempères un peu, tu les diriges vite fait, mais eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, notamment celle qui joue la mère de la petite.
C'est juste, elle a été brutalisée, mais c'est à cause des effets spéciaux parce que gros, elle a été attachée à un câble et elle a été secouée partout et du coup, elle s'est brisée une côte. Ça va, si c'est juste une côte, ça va. Bon, il a blessé, il est pas allé de main morte sur ce tournage, mais c'est D'ailleurs, intéressant. l'actrice principale, c'est la mère d'Henri Came for a Dream. Oui, totalement. Ouais. Drôle de carrière. Drôle de carrière. Elle fait bader dans Requiem for a Dream. Bah, elle fait aussi bader dans ce film. Hein. Elle a quand même des expressions, des fois tu te dis, mais t'aimes ta fille ou... Ouais, bon, elle joue une actrice en plus dans le film, donc ça c'est un peu le côté méta. Est-ce que c'est pas une métaphore sur le fait que jouer un rôle et quelque part comme si elle était Engendrer un monstre. Elle était possédée par un démon, le démon du jeu, tu vois. Ouais, bon, je sais pas. Après, il y a plein de trucs à voir. Mais ce qui est intéressant dans ce film, en tout cas, bon, déjà, vous avez passé une belle soirée d'horreur, je pense quand même, rien que pour l'ambiance, pour moi, peu importe qu'on aime ou pas le cinéma d'horreur, il fonctionne. En termes d'ambiance, il fonctionne. Je pense quand même, prenez un bon café pour vous réveiller. Hein. Regardez pas ça un peu fatigué. Hein. Ça, c'est sûr, on peut vite s'endormir. C'est un peu long, mais en vrai, moi, je trouve que c'est une pépite, ce film. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, donc c'est très cocasse, ça arrive pas tout le temps, lui-même n'est pas d'accord avec sa fin et n'est pas en accord avec ce qu'il a fait, entre guillemets. Donc, comme je vous disais, le père Carras agresse la petite limite à la fin parce que le démon l'a poussé à bout. Et en gros, il a les deux mains, donc ça c'est comme dans le livre apparemment, il a les deux mains autour du cou de la petite fille et il dit vas-y, prends-moi, machin. Bon. Pour Friedkin, jamais le démon ne doit aller dans le père Carras. Mais pourquoi pas? Après, il démonte point par point, c'est vrai que le démon, en vrai, il obéit pas aux autres. Donc pourquoi il le ferait à ce moment-là? Jamais il a obéi au père Carras, pourquoi il le fait? Et justement, ça a été montré durant tout l'exorcisme. Et donc le démon est rentré, son visage il change de forme et en fait, alors t'as le vent qui souffle sur les rideaux de la fenêtre, donc t'as le père Carras qui regarde la fenêtre avec le visage de démon. En fait, t'as 3 images subliminales de la mère entre les rideaux de la fenêtre. Ah ouais? Ouais. Okay. Et en gros, il se met les mains sur le visage Carras, puis quand il enlève ses mains, il a le visage normal, donc ça veut dire qu'il n'y a plus le démon en lui. Donc ça, c'est une volonté du scénariste. Donc il n'y a plus le démon en lui. Et en gros, du coup, quand il saute, Carras, il fait le plus grand des crimes pour un chrétien, il se suicide. C'est vrai. Et du coup, en fait, Pazuzu, il est ailleurs, il est parti, on ne sait pas où il est. Et ça, pour lui, il y a un truc qui ne va pas. Où il est, pourquoi il est là, voilà. Si le démon peut changer de corps comme ça, pourquoi il va pas dans le prêtre avant qu'il meure, le père Carras, quoi? Celui qui lui donne... Oui, non, c'est ça, c'est... La première fois que j'ai vu, je pensais justement qu'il allait avoir une fin ouverte sur le démon qui prenait possession du prêtre, parce qu'en plus, dans les scènes suivantes, tu vois ce fameux prêtre aussi qui reparle avec tout le monde, donc je m'attendais à un truc un peu fin ouverte, où tu vois les yeux du démon, mais bon. Ouais. Oui, c'est sûr, mais en vrai, même pas. Moi, en vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, je prends l'interprétation quand il a sauté. Du coup, moi, ça me change même... quasiment 20 ans plus tard, enfin pas 20 ans, si, non, je n'ai pas vu. Allez, 15 ans plus tard, ça me rechange la fin du film parce que dans ma tête, pour moi, il a sauté en mode, il était possédé et il a sauté. Et au final, non, ce qui est encore plus fou du coup, donc désolé pour le spoil, après, bon, en vrai, pour moi, spoiler les films d'horreur, ça va. Non, mais surtout, spoiler un film de 50 ans, ça va, quoi. Ça va, oui, vous avez qu'à le revoir avant, mais regardez-le quand même. Mais du coup, enfin, la fin elle est encore plus dramatique. Ça veut dire que le prêtre qui avait perdu foi, qui la retrouve pendant l'exorcisme d'ailleurs un peu, bah, elle a en fait complètement perdu parce qu'il se suicide, quoi. Il commet le plus grand des péchés. Ouais, après, je suis pas assez axé sur la religion chrétienne pour avoir autant la signification que ça, quoi. Mais oui, pour moi, dans ma tête, c'était toujours le prêtre qui sautait de lui-même. Bah, il sautait pour sauver la petite. Oui, voilà, il sautait pour sauver la petite. Alors, est-ce que tu appelles ça un suicide? Non, mais genre, en gros, il sautait pour sauter avec le démon en lui. Mais là, si on te dit qu'il a plus le démon, bah oui, c'est ça, en fait. Ah oui, donc c'est bête ce qu'il a fait. Ça n'a pas marché. En plus, c'est pour ça qu'il y a Exorcist 2, 3, 4, après. Ah ouais? Je savais même pas qu'il y avait des suites à ce film. Si, il y a des suites, mais bon, c'est pas les meilleures. Tu savais qu'il y avait des suites à Psychose? Ouais, et réalisé par l'acteur. Ah bon? Ouais. Marrant, ça. Bon, bref. Quel serait alors pour toi l'anti-exorciste?
Un film que j'aime bien en plus, on va dire Evil Dead. Ouais. Evil Dead qui est plus dans le... il y a moins d'ambiance au final, il y a beaucoup plus d'humour. Le 1, tu parles Le 1 et le 2. La Le trilogie. 2 en vrai c'est le même. Le 1 et le 2 c'est les mêmes, juste le 2 il a plus d'oseille, mais on va dire le 1. Après je trouve que en termes artistiques c'est réussi. Evil Dead, bien évidemment, Sam Raimi j'adore. Mais c'est l'anti-exorciste par excellence, c'est beaucoup plus rythmé. L'exposition elle est ultra rapide et après c'est que de l'action horrifique avec du gore en plus, même s'il y a ce côté gore aussi dans l'exorcisme. C'est pas c'est la violence crue quand même. Quand même quand elle se masturbe avec le crucifix et tout le sang qu'il y a, les vomis, les insultes. Bon, après il a ce côté insulte Evil Dead, c'est pour ça que je les mets un peu ensemble. Non, c'est plus le vomi qui me dégoûtait dans ce film. D'ailleurs, pareil, le vomi, il n'avait pas prévenu les acteurs que... le père Carras, il n'était pas au courant que la meuf, elle allait vomir, du coup, ça l'a dégoûté pour de vrai. Est-ce que c'est pas non plus du storytelling, tout ça? Tu m'as dit que t'avais vu le making-of de l'exorciste et Frank King qui parle, qui raconte toutes ces anecdotes. En fait, cette anecdote, tu l'as pas entendue genre 50 fois dans tous les réalisateurs Bien sûr que si. à la con qui te sortent. Ouais, mais il était pas au courant en fait. J'ai fait ça pour qu'il joue mieux. Non mais, s'il a lu le scénario, il sait ce qui va se passer dans la scène, enfin. J'ai un peu de mal avec toutes ces histoires à la con, genre, ouais, mais en fait, à ce moment-là, l'acteur a improvisé sa ligne, il a dit c'est ta. Oui, mais je m'en bats les couilles, en fait. S'il est dans le film, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Surtout qu'il y a beaucoup de storytelling pour en mode, regardez-moi, je suis un génie, incompris, en fait, j'ai fait ça pour avoir vraiment les couilles de l'acteur dans le film. Non. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec toutes ces histoires. Je veux bien que tu fasses des stratagèmes pour surprendre l'acteur, mais en changeant de phrase, genre en l'insultant un peu de temps en temps, d'accord, tu vois. C'est comme les acteurs qui disent qu'ils sortent pas de leur rôle entre les prises. Ah ouais? Donc t'es un tueur en série, entre les prises tu sors pas de ton rôle, ça veut dire quoi? Dans ta loge tu vas aller tuer une femme? Ce genre de conneries, ça me casse les couilles, j'avais entendu ça pour... Je comprends, c'est américain. Je me rappelle à l'époque de Suicide Squad avec Jared Leto qui faisait le Joker. Il y avait un truc pour vendre le film, il disait, c'est enculé là, que Jared Leto ne sortait pas de son rôle. Donc il me disait à peine bonjour le matin quand j'arrivais sur le tournage, il était totalement dans le rôle. Mais ferme ta gueule en fait, c'est peut-être juste parce que c'est un connard et qui sait pas jouer autrement, je sais pas moi. En fait c'est ça qui m'énerve, ces histoires de storytelling, c'est aussi pour sortir les violons et regardez-moi comment je suis un génie, tu vois. Bon bref. C'était mon petit coup de gueule, à toi de finir. alors effectivement, si vous regardez l'interview de Friedkin qui parle de l'exorcisme, vous allez voir qu'il ne peut pas se sentir pissé. Il est au-dessus de tout le monde, ça c'est sûr. Il était confiant pour faire son film et il l'a fait. Au-delà de ça, ces petites anecdotes, elles font toujours plaisir à avoir, surtout dans un cinéma qui est totalement aseptisé. Alors je dis pas qu'il faut faire des coups de feu sur les tournages, ça n'a pas réussi à Alec Baldwin récemment, donc on va éviter ces trucs-là. C'est après. Désolé. La pauvre, désolé. Accident, ouais, ça c'est chaud. Mais il a réussi son pari. Alors, bien qu'il se la pète un peu, en vrai, il a fait un chef-d'œuvre parce que c'est resté dans l'histoire du cinéma. Et je pense que c'est important pour tous ceux qui aiment le cinéma d'horreur, le film de genre, ou même le cinéma tout court, de voir ce qu'est le premier grand blockbuster horreur américain, qui n'était pas forcément prédestiné à l'être. Il faut savoir que ce scénario, il avait été proposé à Stanley Kubrick, mais qui ne savait pas comment raconter l'histoire, mais que Friedkin a dit que lui, il le savait. Donc voilà, vous savez quel est ce genre de personnage et à quel niveau il est. Non, mais en vrai, c'est un très très bon film que je me remate. Juste une question, le making-of, là, quand Friedkin y parle, il a quel âge? Est-ce que c'est un peu de nos jours pour la ressortir en DVD ou c'est... je pense que c'est un peu de nos jours. Ouais. Oui, dans ce cas-là, il a le droit de se la péter après sa carrière. Il a fait quand même des bons films, donc on lui pardonne. Il en a fait, non. En vrai, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien avoir toujours les making-of, les interviews des réals. C'est important de voir. C'est cool pour comprendre leur vision et tout. Et du coup, là, encore plus sur L'Exorciste, qui reste un film d'horreur intéressant à analyser.
Oui, mais tu vois, moi j'ai un peu de mal avec les making-of parce que, comme tu l'as dit, genre, t'as été un peu surpris parce que t'avais pas la même vision du réalisateur. Et je trouve que c'est bizarre d'avoir une version différente du réalisateur quand tu regardes un film. Non, parce que ça, il explique aussi. Il y a un moment où le film, en vrai, le film, une fois que tu le sors, il t'appartient plus. Ce que tu as voulu raconter, tu l'as raconté, mais il va peut-être parler différemment à quelqu'un d'autre. Et ça, tu peux rien, malheureusement. Même toi qui as déjà fait des films, tu le sais. Non, ça veut dire que ton film est raté. Non, pas forcément. Il y a toujours. Regarde, on va dire ça de Shining. Enfin, c'est Stephen King qui le dit. C'est vrai qu'il est raté, Shining de Kubrick. Mais il y avait un film super intéressant sur ça. C'était quoi? C'était comment? C'est la Room 237 de toute façon dans Shining. En gros, ils ont fait un documentaire. C'est Room 237, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Mais en gros, c'est toutes les théories et analyses du film, du coup. Donc, et c'est là que tu en vois que tu en as plusieurs. Et toutes, elles sont au final assez crédibles. Elles sont basées sur des vrais arguments, sur le film, sur des scènes, sur des accessoires et tout. Et ils étaient, je crois qu'il y a 4 ou 5... non, je pense qu'il y a 4 propositions d'analyse différentes. Donc, ils ne racontent pas du tout la même histoire. Pourtant, c'est le même film. Et en vrai, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas de voir ce que le réalisateur a voulu raconter et ce que toi, t'en as tiré. Et c'est intéressant, ça rebondit un peu sur ce qui s'est passé. Là, il y a eu un micro-drama, parce qu'en ce moment, c'est facile de taper sur Durandal. Et sur Twitter, ça tapait sur Durandal, parce qu'il disait, le mec, il a rien compris à Sinner. Regardez ce qu'il dit comme bouse. En gros, lui, il a fait son analyse sur Sinner, et pour lui, en gros... Il a dit quoi sur Sinner? Il a dit qu'en gros, pour lui, c'était un film qui avait quand même un message ultra communautaire. Après, il sort le moment où il dit qu'en gros... le Ryan Coogler, il crache un peu dans la soupe parce que le gars, il a quand même travaillé pour Disney pour faire Black Panther, quoi. Donc, c'est vrai que si tu veux faire le communautaire, parce qu'en gros, pour lui, le message, il est un peu maladroit dans le sens où c'est le partage de culture n'est pas bon. Parce qu'en gros, les Blancs pillent toujours la culture des Noirs et tout, machin. Enfin bref, franchement, il a fait son propos, il a fait son argumentaire. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais... Alors, en vrai, c'est construit, c'est basé sur les scènes et tout. Et il s'est pris un shitstorm sur les réseaux où, en gros, on lui dit, premier degré, et c'est même Captain Popcorn qui en répond aussi, il utilise le même argument. Il dit, mais tu peux pas parler de communautarisme alors que tu es à l'époque de la ségrégation. C'est normal que ce soit communautaire, entre guillemets. Ils sont séparés racialement parlant. Alors, j'avais envie de dire à tous ces gens, les gars, quand tu analyses un film, alors tu prends la période du film aussi, mais le film, il va te raconter un message ou une morale pour l'actualité, pas pour l'époque où il a été fait le film. Tu as plein de films comme ça qui sont intemporels, et pourtant c'est des westerns, et ça va traiter de la vengeance, de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Des fois, tu utilises une époque pour raconter un truc d'aujourd'hui. Donc, faut pas tomber sur quelqu'un juste comme ça. Tu as différentes interprétations, et après, il a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de se tromper. Non, mais ça, attends, mais s'il a ressenti ça, c'est qu'il y avait quelque part... c'est quand même un critique de cinéma, donc pourquoi pas. Moi, je vais pas te mentir, se prendre la tête sur un film comme ça, je vois pas l'intérêt. Non, en fait, j'en parle, c'est pour revenir sur le fait des analyses et des multiples interprétations. Et je pense que tu auras toujours de multiples interprétations. Après, il y a des films qui sont limpides, et je pense qu'on aura tous la même signification. Mais peut-être des films comme L'Exorciste où le mec, il te le dit, Friedkin, en gros, il a fait un peu au feeling. Il faisait tout au feeling, tu vois. Genre, il sentait qu'il fallait filmer ça comme ça, il faisait ça comme ça. Et il disait, moi, c'est marrant, parfois, il y en a qui me font une analyse de film et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils me disent. Et du coup, il le dit dans cette interview, c'est qu'en gros, vas-y, faites-moi une analyse de la fin parce que même moi, je la comprends pas. Oui, mais tu vois, dans ce cas-là, c'est un peu son échec, Friedkin. S'il n'arrive pas à... L'échec, c'est qu'il a lâché en gros, je pense que c'est le scénariste, comme c'est lui qui a écrit le roman, c'est lui qui a eu le dernier mot. Après, je crois que c'est l'un de ses premiers films à Friedkin, donc on peut lui pardonner ce genre d'interprétation, en fait. Il était jeune et je pense que, à mon avis, ça a été une bataille gagnée par le scénariste, même s'ils étaient potes, tu vois, il a dit, vas-y, si tu veux, on le fait. Mais c'est vrai que sur ça, tu as peut-être un constat d'échec, mais après, moi, ça me dérange pas d'avoir un avis différent du réel. C'est vrai que ça peut être considéré comme un échec ou... Si tu as le réel qui veut dire une chose et que tu as le spectateur qui comprend tout l'inverse,
Bon, bah après, je pense que le réel est content parce qu'au final, si le spectateur se creuse les méninges, ça veut dire qu'il est intéressé par le film. Donc, quelque part, il a aussi gagné le réel. Mais je pense qu'au fond de lui, il a un sentiment d'échec derrière. Je sais pas, parce que souvent, t'as quand même des mecs, on va dire, même Nolan, par exemple, qui vont creuser plusieurs thèmes dans un même film. Ouais, mais ça, Et c'est du coup, encore au autre chose. final... Ouais, mais du coup, au final, les gens, ils analysent ce qui les intéresse le plus. Oui, mais Tout d'accord, simplement. mais oui, mais dans ce cas-là, c'est comme le... Bon, je vais me faire des ennemis, hein. Tu vois, je suis pas très fan de David Lynch. J'ai beaucoup de mal avec ses films. Il me faut du concret à un moment, tu vois. Genre, tu peux pas non plus compter sur le spectateur pour te faire l'interprétation des films, tu vois. Genre, Mulholland Drive, ok, t'as toute une histoire derrière, c'est très bien filmé. T'as le jumpscare le plus incroyable de l'histoire du cinéma avec la vieille sorcière. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Mais au final, si à la fin de ton film, je dois réfléchir pendant une demi-heure sur ce que le réalisateur a voulu dire, je pense que soit tu te prends pour ce que tu n'es pas, un dieu suprême qui donne sa parole aux autres, ou soit tu nous prends pour des cons, ou soit tu t'es planté sur ce que racontait vraiment ton film, tu vois. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ouais. Ça arrive aussi, je peux pas te dire le contraire, mais bon. Bon bref, je pense que... Après, on peut encore continuer à en parler. Moi, je trouve ça très intéressant. Les points de vue des réalisateurs sur leur propre film, je trouve ça très intéressant. Bah, parfois, on est déçu. Ah, c'est ça en fait. C'est pour ça que moi je regarde pas les making-of où j'essaie d'écouter un minimum les réalisateurs parce que j'ai pas envie d'avoir une fausse opinion d'eux, tu vois. Mais bon. Voilà. Ah, voilà. D'ailleurs, juste au passage, William Friedkin a fait l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, ça s'appelle The Sorcerer, qui est le remake du Salaire de la peur avec Belmondo. Donc ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce film parce qu'au final, tu parlais de tout le côté de lenteur au début avec la scène d'exposition en Irak, mais toute cette narration a inspiré je sais pas combien de réalisateurs. Par exemple, Jurassic Park, je pensais quand tu as dit ça, c'est exactement la même narration. Il a un réel impact, hein. Ouais. Un réel impact sur le cinéma, hein, ce film. Hein. C'est réel. Vous allez revoir plein d'arcs narratifs, de façons de raconter une histoire qui peut aller du film d'action au film d'horreur, hein, bien entendu. Et franchement, il a fait un très, très grand film. Ouais, c'est vrai. Eh bien, merci Julien pour ton choix de film qui nous a fait redécouvrir cet immense chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Eh bah, de rien, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez frissonner ce soir. Et passer le bonjour à Pazuzu de la part de Friedkin, pas de moi. Oh, j'ai fait un rire à la bonisseur de la batte. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour une fois. Le mec qui se Au fout bout de mal 42 tout seul. minutes. Et j'espère que vous serez là pour la prochaine. Merci Julien. Bah, merci Sébastien, toujours un plaisir. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.